Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est la pause estivale. Pour vous accompagner pendant cette période, je vous propose les 4 épisodes dédiés à la sécurité psychologique. De retour le 11 août. À bientôt. Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. 48 et 129, mais j'étais pas hyper convaincu par les actions que je vous recommandais pour développer la sécurité psychologique. Et je suis tombé sur une série d'articles que je vous mets évidemment dans les notes du podcast de l'INSEAD et de HBR qui donnent plusieurs pistes pour développer la sécurité psychologique dans son équipe ou dans ses équipes. Alors, quel est le problème ? Pourquoi on en parle particulièrement ces temps ? J'ai découvert un index qui s'appelle le World Uncertainty Index. C'est une espèce de mesure de l'incertitude mondiale, est relativement haut. Alors, je vous dis 25 000, ça va pas vous dire grand-chose. En gros, dans les années 90, il était à 10 000. À l'annonce de la pandémie et des confinements, donc premier trimestre 2020, c'était à 56 000. Donc 10 000 les années 90, 56 000 pendant la Covid, au début de la Covid, et là on est à 25 000. Bon, c'est pas à la mort, mais c'est pas idéal non plus. Le risque perçu est élevé. Le risque économique, je parlais à des responsables d'entreprise il y a pas longtemps. 2024, ça avance pas hyper bien. Apparemment, la Chine ralentit. Enfin, économiquement, c'est pas hyper évident. Et puis la perception est pas du risque global, en tout cas géopolitique, mais économique, est évidemment relativement élevé. On vient d'avoir les élections fédérales en Suisse. La droite conservatrice fait un bond en avant, vraisemblablement parce que avec ce qui s'est passé récemment ces derniers temps au niveau guerre et géopolitique, fait que les gens sont inquiets. Les gens se disent il y a un risque, donc dans ces conditions, je me tais. Je veux pas risquer. Je veux pas risquer de perdre mon job, je veux pas risquer mon salaire, donc je ne dis rien. Et donc quand se taire est plus sûr que parler, en gros, on navigue à vue en entreprise. Alors, sauf si on est 4 ou 5, mais même, nous, on est 5 chez Coapta, je sais pas ce qu'ils font tout le temps, et j'ai pas envie de le savoir, mais je sais que si j'ai pas de feedback, si les informations ne remontent pas, du coup, on va pas pouvoir prendre de bonnes décisions. Alors, je pourrais dire, je vais aller chercher l'information, je vais descendre chercher l'information. C'est pas une bonne idée, parce que en allant la chercher, il y a d'autres choses qu'on est en train de casser. La confiance, en particulier. Donc, on va se mettre à faire du micromanagement, donc c'est pas idéal. Alors, entre parenthèses, Amy Edmondson, qui est souvent associée à ces discussions sur la sécurité psychologique, nous explique pourquoi est-ce que se taire est plus sûr que de parler. C'est assez évident, mais c'est bien dit. Je trouve qu'elle le dit vraiment de manière très éloquente. Parler, ça favorise qui ? Ça favorise l'organisation. Je dis ça pour l'organisation. Pas pour moi. En tout cas, pas souvent. Parler favorise l'organisation à moyen terme. Si c'est un peu une grosse boîte ou même une PME, faut du temps, faut que ça décide, débloquer du budget, du machin, que ça se fasse. Bon. Et puis, en plus, quand je dis quelque chose, il y a quand même une assez faible probabilité de succès. Je dis quelque chose, est-ce que quelqu'un m'écoute? Si oui, comment? Enfin bon. Donc, parler favorise l'organisation à moyen terme avec une faible probabilité de succès, d'un côté. De l'autre côté, vous mettez se taire. Se taire, ça me favorise moi, tout de suite, avec une haute probabilité de succès. Donc, vous voyez que, dit comme ça, je trouve que c'est assez clair. Et donc, nous, en entreprise, nous devons absolument changer cet équilibre, finalement, entre parler et se taire. Et donc, comment changer cet équilibre ? La promotion de la sécurité psychologique peut nous aider à rétablir, voire même à favoriser la parole plutôt que le silence. Alors, j'ai 8 actions pour vous aider dans ce sujet-là. On va les prendre dans l'ordre. On commence par soi, ce qui est pas mal aussi. Je trouvais intéressant l'article de l'INSEAD pour ça. Commencer par soi. Quand est-ce que moi-même, j'hésite à parler ?
quand est-ce que moi-même, je me dis, tiens, ça, je vais pas en parler, ça va les inquiéter, etc., etc. Ça va me donner des perspectives intéressantes sur les hésitations de mes troupes, de mes équipes. Et donc, sur les sujets sur lesquels je navigue à vue. C'est-à-dire que si moi, j'hésite à en parler, ça veut certainement dire que tout le monde hésite à en parler, et donc que dans ces sujets-là, j'ai pas l'info. Donc, un self-audit, à ce niveau-là, peut vraiment être une bonne première manière de démarrer ces actions d'amélioration de la sécurité psychologique, surtout si vous en faites un petit peu la publicité et vous en parlez autour de vous. Dans l'équipe, je dis, vous dites, je me pose la question, tiens, vous me dites pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, voilà, c'est un message qui leur indique aussi que vous cherchez à améliorer la sécurité psychologique. Donc, première action, self-audit. Deuxième action, parler des besoins individuels. On fait tous des one-on-one, ou presque. Il y a des épisodes de podcast pour ça. Il y a beaucoup de références partout sur Internet, des entretiens individuels hebdomadaires. Bon, donc on fait des one-on-one. Eh bien, parler des besoins individuels pendant les one-on-one augmente la sécurité psychologique, surtout s'ils sont ensuite pris en considération, ce qui n'est pas forcément difficile. J'ai eu des retards aussi. Ouais, j'ai eu des retours récemment d'une personne qui était en formation avec moi qui me dit « J'ai posé la question des besoins à mes collaborateurs et en fait, c'était des choses qui étaient assez simples à faire. » Par exemple, moi j'ai besoin d'être rassuré sur un certain nombre de projets. Ok, il a pu rassurer, ça s'est bien passé. Quelqu'un a dit, moi j'ai besoin d'être un peu plus challengé. Ok, quelqu'un a dit, moi j'ai besoin d'avoir du travail un peu plus calme. On peut toujours donner d'autres travaux, de documentation, etc. Donc, si vous arrivez, et vous arriverez certainement à prendre ces besoins en considération, alors parler des besoins individuels augmente la sécurité psychologique parce qu'il s'installe cette idée que je dis quelque chose et il y a un retour concret et à court terme. Vous voyez qu'on se bat contre la partie parler favorise à moyen terme avec une faible probabilité de succès. En parlant des besoins, on montre à la personne que non, quand tu parles, quand tu t'exprimes, quand tu dis ce dont tu as besoin, il y a des conséquences à court terme avec une haute probabilité de succès. Donc, deuxième action, parler des besoins individuels. Troisième action, inviter concrètement à parler. Dire « ma porte est ouverte », ça suffit pas. Dire « vous pouvez m'envoyer un mail » ne suffit pas. Je me souviens, il y a fort longtemps, je bossais pour une grosse boîte américaine et le CEO était venu nous dire et nous voir et nous avait dit « vous avez tous mon mail ». Ouais, c'est ça, ouais. On va t'envoyer un mail. Tu sais pas qui on est. On va court-circuiter 3 niveaux de hiérarchie. Enfin, ça va pas le faire, quoi. Dire « ma porte est ouverte » ne suffit absolument pas. Donc, plusieurs moyens. On peut faire des assemblées, ce qu'on appelle des town hall meetings en anglais, mais en spécifiant à l'avance les sujets qui vont être traités. En disant, j'attends du feedback de votre part sur ça, ça, ça. Entre parenthèses, si vous n'êtes pas sûr que ça marche, assurez que les demandes seront faites de manière anonyme. Il y a suffisamment de petits logiciels ou de petits documents qu'on peut faire pour assurer aux gens que leurs contributions seront anonymes. Deuxième manière d'inviter concrètement à parler, faites des one-on-one avec des personnes en repas. Pas avec vous N-1, mais vous prenez au hasard des gens dans votre organisation, vous allez manger avec eux. Si vous avez peur qu'en one-on-one ça marche pas, vous les prenez à 2 ou 3. Et puis voilà, vous leur demandez qui parle de votre quotidien, etc. Sans les mettre en porte-à-faux en disant « puis alors ton chef, c'est comment ?» Non, simplement en leur disant « tiens, dites-moi ce que vous voyez, le business, les pièces, comment ça va ?» Enfin, et vous verrez bien, les premières fois, il y aura peut-être pas grand-chose qui va sortir, mais les fois suivantes, c'est tout à fait intéressant de le faire. Troisième manière de le faire, demandez du feedback concrètement, alors lors de vos one-on-one avec vos N-1. Vous demandez concrètement du feedback en disant « tiens, hier, comment j'ai été ? Dans cette réunion, comment tu m'as trouvé ?» Si vous demandez du feedback, généralement, les gens ne sauront pas vous le donner. Si vous demandez du feedback concret lors d'événements ou de situations concrètes, ce sera beaucoup plus facile pour eux et beaucoup moins risqué du coup. Surtout si, typiquement, l'événement ou la réunion en question a été publique. Ça, c'est la troisième action, inviter concrètement à parler. Là, on était dans le volet, ces 3 premières, volet individuel. On va l'appeler comme ça. On entre maintenant dans le volet organisationnel qui est évidemment très, très important. Quatrième action, clarifier les incitations. Faire des efforts de communication mais concrètement, dire quelque chose, comment ça va aider la personne. Si vous dites quelque chose, si vous donnez du feedback à votre chef ou à moi, comment est-ce que ça va concrètement vous aider ? Donc, par exemple, donner des exemples concrets où le feedback a été utile.
Dans le fameux town hall, la fameuse assemblée, vous dites, ben voilà, on a reçu un feedback concret de la part du département de l'assurance qualité sur un outil qui manquait. Et ben voilà, on a décidé de mettre 25 000 balles pour l'acheter. Et puis voilà, depuis, on a moins de problèmes clients. Donc, notre client est content. Sous-entendu, c'est bon pour le futur. Donner des exemples concrets où une critique au manager a été bien reçue. Commencez par vous. En town hall, du coup, voilà, Joseph, qui est mon directeur des finances, m'a dit que j'avais tendance à prendre des décisions financières un petit peu à la légère, sans, par exemple, calculer un ROI, etc. En fait, je me suis aperçu qu'il avait raison. Et puis maintenant, on a une petite procédure en place qui, ça, typiquement, ça dit quoi aux gens? Ça dit, il écoute. Le chef écoute. Alors, quand vous avez ces exemples et que vous commencez à les construire, vous allez évidemment utiliser les canaux officiels pour les communiquer, mais vous allez surtout utiliser les canaux inofficiels. Vous allez utiliser Radio Couloir. Vous allez dire ces choses-là aux gens, aux personnes dont vous savez particulièrement qu'elles vont le dire à d'autres personnes. Dans le canal inofficiel, ça prendra encore plus de valeur. Donc, par exemple, si vous avez imaginé que quelqu'un pense « je vais me faire virer si je dis quelque chose », il faudrait pouvoir que cette personne pense « je vais continuer de bosser ici si je dis quelque chose parce que le client sera plus satisfait ». Par exemple, problème de qualité. Donc, clarifier les incitations, clarifier les raisons pour lesquelles parler est une bonne idée. 5e action, éliminer les punitions. Le mauvais est plus fort que le bon pour modeler les comportements humains. J'ai un épisode à venir, je vais enregistrer un épisode là-dessus parce que j'ai trouvé une petite étude qui le montre de manière assez convaincante. Le comportement humain est beaucoup plus facilement modelé par la peur que par les perspectives positives. J'ai pas lu l'article, mais à mon avis, c'est une question d'évolution, simplement. Quand tu sauves ta peau, tu sauves ta peau. Une fois que tu l'as sauvée, ok, c'était un truc en plus, c'est un truc en plus. Mais si tu sauves ta peau, c'est très, très intéressant et très important. Donc, éliminer les punitions, alors évidemment, les punitions, je dirais, financières ou licenciements, mais aussi les punitions ou les comportements négatifs. Par exemple, si vous recevez une mauvaise nouvelle ou un feedback qui vous plaît pas trop, pas de mauvaise humeur, pas de commentaires qui mettent la pression. Parce que ces petites choses qui pour vous sont juste des mouvements d'humeur, qu'est-ce que ça donne à votre organisation? Le chef, il est pas prêt à écouter. La chef, elle aime pas trop. Puis quand la chef, elle aime pas trop, bouh! D'accord? Donc, éliminer les punitions institutionnelles, mais aussi les punitions personnelles. 6e action, créer des récompenses. Vous allez dire, mais bon, je vais pas leur donner des récompenses parce qu'ils font leur job. Ah bon? Donner des retours, ça fait partie de leur job. Je suis pas si sûr. Parler, donner un retour, c'est un signe de générosité. Je fais confiance. Je mets quelque chose dans la corbeille. Quand je dis, je suis pas obligé de le faire. Je peux me taire. Je fais mon job, mais je me tais. C'est marqué où que. Et donc, être généreux en retour permet d'actionner la machine. Tu es généreux parce que tu parles. Je suis généreux parce que tu as parlé. Ça fait pas partie du job des gens d'exprimer des avis, des opinions. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça marqué dans une description de poste. Donc, créer des récompenses. Alors comment? Alors on peut mettre des points, on peut mettre un bonus, on peut remercier, ça. Je crois qu'il y a suffisamment de moyens d'être généreux avec des collaborateurs ou des collaboratrices. Action 7, normaliser la vulnérabilité. La vulnérabilité, donc la démonstration qu'on fait des erreurs et qu'on est vulnérable, permet de réduire l'anxiété. Parce que on baisse les attentes que les gens se mettent sur eux-mêmes, qui génèrent pour certaines personnes de l'anxiété. Je dois être parfait, parce que sinon le chef. Vous faites ça avec vos enfants, par exemple. Petite parenthèse, ça a des effets tout à fait intéressants. Mais moi aussi j'ai fait des conneries quand j'étais petit. Ah bon? Sous-entendu, je dois pas être parfait. Je dois juste faire attention à ce que je fais. Donc, pratiquer de petits gestes de vulnérabilité permet de réduire l'anxiété. Alors, admettre des erreurs, par exemple. Est-ce qu'on fera différemment? Bien sûr. Mais admettre une erreur, quelque chose qu'on a mal fait récemment. Admettre des doutes, qu'on ne sait pas tout. Dire, écoutez, je ne sais pas. C'est une magnifique démonstration de vulnérabilité. Je suis pas supposé tout savoir, mais même pour ceux qui pensent que je suis supposé tout savoir, j'admets que je ne sais pas. Alors, je peux me renseigner, on peut essayer de réfléchir ensemble, mais là, maintenant, je ne sais pas. Parler de ses échecs précédents et de ce qu'on a appris grâce à ça.
Cette vulnérabilité, j'utilise beaucoup en formation avec des groupes, parce qu'évidemment, moi, je suis planté là-devant, je parle avec assurance, n'est-ce pas, et je dis, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, et les gens ont l'impression, souvent que c'est un gros challenge, c'est pas facile de faire tout ça. Et je leur dis, mais attendez, je vous dis de le faire parce que certainement, moi, je le faisais pas, parce que je sais que je le faisais pas quand j'étais à votre place. Et je leur donne des exemples, quand j'ai pas fait mes one-on-one, quand j'ai pas fait mes trucs, quand j'ai pas dit ça, etc. Et je vois que ça leur fait penser que finalement, c'est pas grave si j'y arrive pas, mais au moins je peux essayer. Donc, normaliser la vulnérabilité, et plus ça commence en haut, mieux c'est. Dernière action, former les individus et les équipes. Former, ça ne veut pas dire leur donner des recettes, ça veut aussi dire, pour les individus, au travers du coaching professionnel par exemple, quelqu'un qui prenait l'équipe ou le département dans votre entreprise, dans votre organisation, où il y a le plus d'erreurs qualité. Eh bien, c'est peut-être parce que les gens ne parlent pas. Les gens savent très bien sur le terrain ce qui se passe et ce qui ne va pas, mais ils n'osent pas le dire. Eh bien, faites un coaching professionnel pour le responsable ou la responsable de ce département. Ça lui permet de prendre conscience qu'elle n'est pas assez vulnérable, qu'elle ne demande pas assez de feedback, et ça se coach très facilement. Pour les équipes, c'est pareil, on va faire du coaching d'équipe ou de l'animation d'ateliers d'équipe, c'est égal, et on va prendre des situations concrètes. On va dire, voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a été dit, pourquoi ça a été dit, ou pourquoi ça n'a pas été dit. Ça mélange, ça fait prendre conscience, et c'est aussi relativement facile à faire. Et je vous en parle parce qu'évidemment, chez Coopta, on le fait. Coaching professionnel et coaching d'équipe. Donc, résumons. Parler est beaucoup trop facile. Se taire, justement, est beaucoup trop facile. Et parler demande beaucoup trop d'efforts aujourd'hui. Parce que l'incertitude augmente. Donc, faisons la promotion de la sécurité psychologique. 1. Self-audit. 2. Parler des besoins individuels. 3. Inviter concrètement à parler. 4. Clarifier les incitations à parler. 5. Éliminer les punitions. 6. Créer des récompenses. 7. Normaliser la vulnérabilité. 8. Former les individus et les équipes. C'est la fin de cet épisode. Si vous voulez participer, on a créé une petite communauté Leadershift sur Reddit, www.reddit.com/r/leadershift. Venez discuter des épisodes, ils sont tous postés. Vous pouvez mettre vos commentaires, poser vos questions. Je vous attends sur Reddit. À la semaine prochaine. Ciao.